Les pyramides d'Égypte. La plus grande d'entre elles a été pendant plus de 4000 ans la plus vaste construction au monde. Assemblage de gigantesques blocs de pierre faisant jusqu'à 70 tonnes, elles ont pourtant été réalisées par une société qui ne connaissait même pas la roue. Nous vous présentons aujourd'hui les pyramides d'Égypte. L'intérieur de la fameuse pyramide de Khéops sur le site de Gizeh est sillonné par une série de mystérieux couloirs qui mènent à travers cette montagne de pierre. Franchissant une grande galerie superbe, le passage principal débouche tout au fond de cette imposante structure sur une chambre aux parois de granit. Bien des spécialistes l'appellent la chambre du roi, car ils pensent que c'est là que le grand roi Khéops a été inhumé. Mais est-ce bien sûr ? Des siècles durant, ces extraordinaires édifices ont inspiré au monde une admiration persistante. Des générations entières ont voulu les voir, les étudier et leur arracher de très anciens secrets, comme pourquoi et comment au juste ils ont été construits. Pourtant, et malgré tous les efforts des chercheurs, les réponses à bien des questions concernant les pyramides restent désespérément inaccessibles. Et le fait que les sites de l'ancienne Égypte ne fournissent guère de preuves tangibles vient compliquer le problème. Même le recours aux technologies les plus sophistiquées ne parvient pas à percer tous ces mystères. Mais récemment, de nouvelles théories ont vu le jour qui remettent en question quelques idées généralement admises à propos de pyramides et pourraient bien résoudre certaines des énigmes que posent ces stupéfiantes réalisations. L'une des premières inconnues au sujet des pyramides est leur nombre exact. En effet, si près d'une centaine ont été découvertes en Égypte, au moins 3, pourtant citées dans des écrits, demeurent enfouies dans le temps et les sables impitoyables du désert. Il semble étonnant que ces pyramides n'aient pas encore pu être localisées. Mais au fil des millénaires, il se peut qu'elles aient été démolies, qu'il n'en reste plus que les fondations et que d'autres constructions les aient recouvertes. Élaborées sur une période de presque 1000 ans, allant de 2630 à 1640 avant Jésus-Christ, les pyramides sont des merveilles de technique et de culture. Non seulement ce sont des édifices d'une beauté époustouflante, mais elles comptent parmi les rares merveilles de l'Antiquité à avoir résisté au temps. La pyramide était conçue pour servir de sépulture au pharaon. Mais pourquoi le roi d'Égypte avait-il besoin d'un pareil tombeau? La pyramide est la métaphore architecturale de l'ascension du roi vers le soleil, car tel était son destin après sa mort. C'est dans cet édifice qu'a lieu la grande transformation au cours de laquelle il va renaître. Un ancien proverbe arabe dit « L'homme craint le temps ». Mais le temps craint les pyramides. Pourtant, l'âge d'or des pyramides n'a duré que 150 ans. Il correspond à la 4e dynastie de l'ancien royaume d'Égypte. Et les plus grandes pyramides, celles du plateau de Gizeh près du Caire, ont été construites en l'espace de 3 générations seulement. Elles constituent en elles-mêmes de véritables prouesses techniques. Elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes de temples et de tombes plus petites, appelées nécropoles. Le mot nécropole signifie « cité des morts ». La pyramide ne constitue que le monument qui recouvre la tombe du roi. Un temple est rattaché à la pyramide et une longue chaussée mène à la vallée où se trouve un autre temple. On a coutume d'y faire des offrandes aux statues du roi, et l'entretien de l'édifice nécessite un nombreux personnel. Le sphinx légendaire, lui aussi à Gizeh, fait partie d'une de ces nécropoles, celle qui entoure la pyramide de Khéphren, le fils du roi Khéops. Si on sait pourquoi les pyramides ont été construites, l'origine de leur forme bien particulière demeure incertaine. Lors des premiers rites funéraires égyptiens, les corps étaient placés dans un puits profond, puis recouverts d'un gros rocher ou d'un monticule de pierre. Sans doute ne s'agissait-il pas seulement d'empêcher les chacals de déterrer les morts. Ces tumulus devaient probablement représenter la colline originelle d'où avait jailli toute vie. Dans l'Antiquité, la vie des Égyptiens était entièrement tournée vers le Nil, source de vie et de nourriture. Or, le fleuve connaissait des crues annuelles. Après celle-ci, les eaux se retiraient
et l'on pouvait à nouveau voir la Terre. Ce phénomène a servi de métaphore à la création. Le premier coin de terre que l'on apercevait quand les eaux originelles commençaient à se retirer a été associé à la colline primitive. Et c'est sur cette colline primitive que le Soleil s'est levé pour la première fois. En fait, la pyramide, c'est cette colline. Elle représente la colline primitive à partir de laquelle le Dieu a créé toute l'Égypte. Le symbole de cette colline originelle était le benben sacré, cette pierre de fête à la forme pyramidale dont la plupart des égyptologues pensent qu'elle a dû donner sa forme aux pyramides. La pierre de fête en haut de la pyramide est un benben. Ce pyramidion que l'on posait au sommet de l'édifice était recouvert d'électrum, un alliage d'or jaune et blanc. Sa présence signifiait que la pyramide était terminée. Mais certains experts pensent que d'autres phénomènes ont joué un rôle dans cette forme pyramidale. Selon la thèse récente d'un égyptologue, des habitants du désert auraient migré vers la vallée du Nil, il y a 5000 ans, à l'époque où l'on a commencé à construire les pyramides. Et ces nouveaux venus, dont la culture était marquée par les paysages désertiques, auraient influencé la forme de ces édifices. N'oublions pas que la seule forme de relief que l'on retrouve partout dans le désert occidental est le cône, ou la pyramide. La colline pointue est un élément récurrent de ce paysage. Voici des structures coniques situées en plein désert, à 500 km à l'ouest du Nil. En les voyant, les Égyptiens ont probablement voulu construire des structures similaires, capables de résister à un environnement venteux. À mon avis, ce relief naturel a certainement pu servir de modèle aux pyramides. Mais avant de devenir de véritables pyramides, les tombes égyptiennes ont connu une première étape, le mastaba, une structure trapézoïdale de faible hauteur, aux flancs en pente et surmontée d'un toit plat. Généralement construits en briques, ils étaient les héritiers des premiers tumulus. Mastaba est un mot arabe qui signifie banc. Mais les mastabas sont bien plus grands que des bancs. Et le terme désigne la superstructure d'une tombe privée. Le tombeau égyptien se compose de deux parties, le sous-sol où se trouve la chambre mortuaire elle-même, et la superstructure qui pouvait soit être taillée dans le roc, soit être une construction comme le mastaba. Avec les mastabas, les Égyptiens s'engagent sur la voie qui les mènera à la pyramide classique. L'étape suivante a lieu aux alentours de 2630 avant Jésus-Christ, au cours de la troisième dynastie, du temps du roi Djoser, quand Imhotep, grand vizir et architecte du roi, entreprend la construction de la célèbre pyramide à degrés de Saqqara. La troisième dynastie a connu un architecte de génie, nommé Imhotep, qui a initié une véritable révolution dans la construction des tombeaux, en remplaçant la brique par la pierre calcaire. C'est lui qui a construit la pyramide à degrés, en superposant 6 mastabas l'un au-dessus de l'autre. Du jamais vu. De nombreux experts pensent que la pyramide à degrés, avec ses 60 mètres de haut sur une base de 121 mètres par 109, est le premier édifice de grande envergure entièrement construit en pierre de l'histoire de l'humanité. C'est la première pyramide de ce type jamais édifiée en Égypte. Imhotep reste l'un des rares architectes égyptiens dont le nom ait traversé le temps. Ce que l'on ignore, en revanche, c'est comment il a conçu et réalisé son ouvrage. Pour des périodes ultérieures, nous avons des papyrus montrant les plans d'un temple. Ces gens savaient à l'avance quelle main-d'œuvre il leur faudrait, quelle quantité de nourriture ils devraient apporter sur les lieux et de combien de pierres ils auraient besoin. Il y a sans doute des documents similaires pour toutes les pyramides, mais hélas, nous ne les avons pas. Ceci dit, nous savons comment les ouvriers ont accompli leur tâche. Pour déplacer les pierres, ils se servaient de leviers, de coins et de cordes, tirés généralement par des équipes d'hommes qui scandaient 1, 2, 3, levez. Pour tailler la pierre, ils avaient des burins de cuivre, moins durs que les burins en fer d'aujourd'hui, mais le calcaire est une pierre tendre. C'était beaucoup de travail, bien sûr, mais ils avaient la main-d'œuvre nécessaire. Le résultat est un monument d'une impressionnante précision.
En dépit de la remarquable symétrie de la structure finale, des recherches archéologiques ont prouvé qu'Imhotep n'avait pas prévu d'entrée de jeu que ce serait une pyramide à degrés. Il a commencé par faire un mastaba, puis il en a fait un plus petit, puis il s'est mis à les superposer en une sorte d'escalier vers le paradis. On ignore encore pourquoi la pyramide à degrés a été ainsi agrandie. Aussi somptueux qu'ait été cet édifice, peu de pharaons le copièrent par la suite. Au contraire, ils ont bientôt adopté une forme nouvelle qui allait poser de nouveaux défis à ses constructeurs et changer à tout jamais la forme des pyramides. Un peu plus d'un demi-siècle après que le roi Djoser ait construit la pyramide à degrés en 2630 avant Jésus-Christ, le roi Snéfrou est appelé à régner sur l'Égypte. Il allait devenir le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Mécontent de ses premières tentatives, il n'érigera pas moins de 3 gigantesques pyramides au cours d'un règne qui a dû couvrir une 50aine d'années. À commencer par celle que l'on a appelée la pyramide effondrée de Meidoum, commencée vers 2575 avant Jésus-Christ. En cours de construction, Snéfrou a changé plusieurs fois la forme de l'édifice. On ignore encore pourquoi, mais on a une idée assez claire de la façon dont il a procédé. On avait prévu à l'origine une pyramide à degrés, dont on a ensuite augmenté la taille. Puis le roi Snéfrou, l'inventeur de la vraie pyramide, a opté pour 4 faces lisses convergeant vers un même point là-haut dans le ciel. C'est pour moi la chose la plus étonnante qu'il m'ait été donné de voir. Car si vous déviez l'angle d'un seul côté à la base, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cet écart va augmenter au fur et à mesure que vous monterez, et les 4 faces ne se rencontreront jamais. Vous n'atteindrez pas le pyramidion, l'apex. Tout ce qu'il reste aujourd'hui de cette pyramide, c'est une partie du noyau à degrés entouré de débris épars, ce qui lui donne son aspect effondré. Autrefois, les archéologues pensaient que l'édifice s'était effectivement effondré en cours de construction, d'où son abandon. Mais selon des recherches ultérieures, la pyramide a bel et bien été terminée. C'est ensuite que l'on aurait délibérément enlevé son revêtement. Au fil du temps, on s'est servi du matériau de coffrage pour d'autres constructions. On a pu ériger des villes entières avec les pierres apportées là pour les pyramides. C'est ce qui explique son apparence actuelle. Tout comme la pyramide à degrés terminée 55 ans plus tôt, le noyau de la pyramide de Meidoum se composait de couches de pierre inclinées vers l'intérieur. Pour la pyramide de Meidoum, on a procédé par accumulation. Des couches de pierre successives et inclinées sont venues entourer le noyau central. Une chose est sûre. À un moment, la pyramide de Meidoum a été temporairement abandonnée. Pour des raisons encore inconnues, en l'an 17, Snéfrou a délaissé cette pyramide non achevée pour construire à Dachour celle que l'on appelle maintenant la pyramide rhomboïdale. En cours de construction, les architectes qui avaient commencé avec un angle à 54 degrés se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas continuer, qu'il fallait changer l'angle de l'édifice. La pyramide rhomboïdale est la première qui ait été conçue dès le départ comme une pyramide à face lisse. Si elle a conservé son aspect, c'est que contrairement à ce qui s'est produit dans la plupart des cas, l'essentiel de son revêtement de pierre est resté en place. Avec une base de 188 mètres carrés et une hauteur de 107 mètres 50, elle est sensiblement plus grande que la pyramide de Meidoum et que la pyramide à degrés. Mais peu après le début du chantier, sont apparus des problèmes que l'on peut toujours observer. En cours de construction, on s'est aperçu que des fissures commençaient à se former, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour cela qu'il a fallu modifier l'angle des faces. Le problème, c'est que la pyramide reposait sur un sous-sol argileux trop meuble pour supporter le poids de l'édifice, d'où les fissures. Mais à l'époque, on ne le savait pas. On a également adopté une autre technique de maçonnerie pour la partie supérieure de la pyramide. Au lieu d'incliner les couches de pierre vers l'intérieur pour obtenir l'angle désiré sur la face, on s'est mis à les assembler de façon pratiquement horizontale. Non seulement c'était plus facile pour les ouvriers et les maçons, mais cela rendait aussi la structure plus stable.
Une fois ces techniques acquises, Snefrou entreprend la construction d'une pyramide entièrement nouvelle qui compte aujourd'hui encore parmi les plus belles et les plus parfaites qui soient. La pyramide rouge. À 1 kilomètre plus au nord, a été édifiée cette vaste construction de pierre qui se trouve derrière nous et qu'on appelle la pyramide rouge. Et il est vrai que dans la lumière matinale, ces pierres ont bel et bien un reflet rouge. Avec une base de 235 mètres carrés et une hauteur de 104 mètres 40, la pyramide rouge est plus massive que la pyramide rhomboïdale, mais elle n'est pas plus haute. L'angle de ses faces, d'approximativement 43 degrés, est aussi plus plat que la partie inférieure de sa cousine rhomboïdale. L'angle était une tentative de reprendre celui de la partie supérieure de la pyramide rhomboïdale, car on pensait que c'était l'option la plus sûre pour l'édifice. Mais du point de vue de la structure, c'est la façon d'assembler ces pierres qui constitue le trait le plus significatif de la pyramide rouge. La pyramide rouge représentait un progrès par rapport aux autres, parce qu'elle se compose entièrement de couches de pierre horizontales, d'où une assise beaucoup plus stable. Toutes les forces s'exercent perpendiculairement au lieu de faire un angle vers l'extérieur. La pyramide rouge de Snefrou est la première réalisation parfaite. Avec elle, on atteint une abstraction, la forme pyramidale à l'état pur. Personne ne sait exactement pourquoi Snefrou a voulu bâtir cet édifice. Mais les archéologues supposent qu'il souhaitait pour sa dernière demeure un lieu qui soit l'expression pyramidale idéale, ce que la pyramide rouge représente à coup sûr. Avec elle, tous les éléments structurels et techniques de la pyramide classique se mettent en place. Les conditions sont réunies pour que Khéops, le fils de Snefrou, puisse construire la plus grande de toutes les pyramides. Non loin du Caire se trouve la concentration de pyramides la plus imposante au monde, le plateau de Gizeh. Ce site comprend la plus grande d'entre elles, la grande pyramide de Khéops, commencée vers 2551 avant Jésus-Christ. La pyramide de Képhren, le fils de Khéops. Celle de son petit-fils Mykérinos. Plusieurs édifices plus petits, appelés les pyramides des reines, et le légendaire Sphinx. Le site de Gizeh était idéal pour y bâtir les pyramides. On y trouve le calcaire de meilleure qualité. Il est à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et non seulement ces pierres sont excellentes, mais elles n'ont leur pareil nulle part ailleurs. Gizeh se situe en outre à 1 kilomètre environ des berges du Nil, ce qui facilitait considérablement les mouvements de main-d'œuvre et l'approvisionnement du site. Le Nil était le grand axe de circulation de l'Égypte ancienne. Comme il n'y avait pas de route au sens où nous l'entendons, le fleuve jouait un rôle capital. Les pierres arrivaient à bord de grandes barges. Non seulement le calcaire qui passait ainsi d'un bord à l'autre, mais aussi le granit qui parcourait ainsi des centaines de kilomètres depuis le sud du pays. Avant d'entreprendre l'édification de la Grande Pyramide, ces constructeurs devaient trouver le moyen d'aplanir parfaitement le sol. Bien des égyptologues pensent qu'ils ont eu recours à l'eau. Ils creusaient tout autour du site un canal qu'ils remplissaient ensuite d'eau. Le niveau de l'eau étant le même en tous les points du canal, les Égyptiens n'avaient plus qu'à ramener la terre sèche au niveau de l'eau. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont le site de Gizeh a été égalisé. Martin Heisler, sculpteur, étudie les techniques de construction égyptienne depuis plus de 30 ans. Il a sur l'édification des pyramides plusieurs théories dérangeantes, étayées par des années de recherche et d'observations minutieuses. Je ne pense pas du tout que le site ait été égalisé en utilisant de l'eau. Je crois qu'ils utilisaient l'instrument tout simple que voici, et qui s'appelle une équerre à niveau. Comme vous pouvez le voir, il s'agit en fait d'une forme en A, avec un fil à plomb qui pend de son sommet. La marque que vous voyez ici vous indique que l'objet est à niveau. Vous égalisez une petite surface à l'aide de cette équerre, puis vous plantez 2 poteaux, espacés de 2 mètres environ, sur lesquels vous posez une planche. Vous prenez ensuite un autre poteau de même taille que les 2 premiers, et vous le placez à distance. En vous servant de la planche comme point de repère,
Vous taillez ensuite dans le roc, jusqu'à ce que le troisième poteau soit au niveau des deux premiers, sur la surface arasée au début. On répétait le procédé jusqu'à ce que toute la base de la pyramide soit aplanie. Mais si les experts ne sont pas d'accord quant aux méthodes utilisées, tous reconnaissent que le résultat est remarquable. La mise à niveau de la Grande Pyramide est un travail hors pair. Entre les coins nord et sud, le sol ne dévie pas de plus de 2,5 cm. C'est extraordinaire. Il a fallu ensuite dessiner l'implantation, tâche primordiale étant donné la signification religieuse de la pyramide. On entend souvent dire que les pyramides sont strictement alignées sur les points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. De même que la pyramide se tend vers le ciel, c'est-à-dire le paradis, le ciel est ancré sur terre grâce aux pyramides. Les Égyptiens associaient les points cardinaux à la course du soleil et aux différentes constellations. La théorie communément admise est que les pyramides étaient orientées en fonction de l'observation des étoiles. En divisant par deux l'angle formé par les points où une étoile se lève et se couche à l'horizon, on obtient la direction du nord géographique. Mais d'autres experts, parmi lesquels Martin Heisler, pensent que les Égyptiens utilisaient d'autres méthodes. Il est extrêmement difficile d'atteindre le niveau d'exactitude dont ces bâtisseurs étaient capables, en pointant sur une lointaine étoile. Je pense qu'ils orientaient les pyramides en se servant des ombres que faisait le soleil. Les maçons commençaient par planter dans le sol un pieu appelé gnomon. Quand, sous l'effet du soleil, les ombres que projette le gnomon forment des angles équilatéraux opposés, la bissectrice de l'angle indique la direction nord-sud. C'est le principe du cadran solaire. Quelle que soit la méthode employée, la Grande Pyramide présente un alignement presque parfait, et ses côtés varient de moins de 1/15 de degré par rapport aux points cardinaux. Les autres mesures sont tout aussi précises. Chaque face mesure 230 mètres, avec une différence qui n'excède pas 10 cm. Quant à la construction proprement dite de cet édifice gigantesque, elle confrontait les Égyptiens à un problème tout aussi important en termes de gestion des ressources humaines. Contrairement à l'image populaire en vigueur, ces travaux n'étaient pas réalisés par des centaines de milliers d'esclaves, mais par des conscriptions paysannes à titre de corvée. C'était un travail que les paysans devaient à l'État, comme un impôt. On réunit des fermiers venus de toute l'Égypte. On les emmène vers un point central nommé Gizeh. Ils travaillent ensemble en équipe dirigée par des maçons et des architectes expérimentés pour construire ce qui va devenir le symbole de l'identité nationale. La main-d'œuvre vit et meurt sur place, dans une cité ouvrière qui ne sera découverte qu'au début des années 90. À partir de nos découvertes sur la taille de ce camp de travailleurs, nous pensons que 20 000 ouvriers seulement étaient engagés dans l'édification de la pyramide. Il y avait les ouvriers permanents, peut-être au nombre de 6 000. Ils étaient sculpteurs, techniciens, dessinateurs, artisans. Quant à ceux qui déplaçaient les pierres, il devait y en avoir 15 000, et ils travaillaient à tour de rôle par période de 3 mois. Ces groupes d'ouvriers se subdivisaient en unités plus petites, en équipes. Une équipe, composée de 2000 ouvriers, se divise en 2 escouades. Chaque escouade est forte de 1000 ouvriers et porte un nom, comme les Amis de Khéops. Chaque escouade a son contremaître et se divise en 5 sections de 200 ouvriers portant des noms, comme les Grands ou les Verts. Ces travailleurs se répartissent à leur tour en divisions de 12 hommes. Non loin du quartier des ouvriers, on a également découvert leur cimetière. La tombe de l'un des contremaîtres a même la forme d'une petite pyramide, avec passage souterrain et chambre funéraire. Les contremaîtres vivaient relativement longtemps, mais ce n'était certainement pas le cas des ouvriers travaillant sur le site.
L'expérience de vie des ouvriers se situait entre 30 et 55 ans. Mais celle des artisans était de 40 à 45 ans, ce qui nous donne une idée de la vie de cette communauté. Les artisans ne portaient pas de lourdes pierres, ils ne les entassaient pas, ils se contentaient de les tailler, ce qui était un travail relativement aisé. Mais pour les autres, la construction des pyramides était une tâche très dure. Les ouvriers étaient approvisionnés par une foule de marchands et de commerçants qui transportaient leurs produits en bateau jusqu'à Gizeh. Pour nourrir tout ce monde, il a fallu implanter des fermes, cultiver de nouvelles terres, rassembler la nourriture, la porter jusqu'à Gizeh, la stocker et la distribuer. Mais des projets aussi vastes que la Grande Pyramide ne se limitaient pas à la construction d'un monument pour un roi mort. À certains égards, on peut dire que la construction de la Grande Pyramide est à la base de l'État égyptien, car elle impliquait une organisation colossale. C'était un peu leur conquête de l'espace. C'était le programme Apollo de l'Antiquité. La coopération de tous ces gens leur donnait l'impression de participer à quelque chose de grand. C'est l'accomplissement de cette tâche qui a unifié le pays. Cette main-d'œuvre a réalisé le plus grand projet technologique jamais entrepris au cours de l'histoire. Les ouvriers qui ont taillé la plupart des pierres de la pyramide de Gizeh s'activaient sur un site dont les décombres n'ont été débarrassés que récemment. En fait, toutes les pierres destinées à la Grande Pyramide provenaient d'une carrière située à quelques 200 mètres du site. Et nous l'avons retrouvée. Le sol présente un motif en grille. C'est là que les blocs de pierre ont été extraits. Cela correspond au tracé des tranchées que creusaient les ouvriers et qui faisaient à peu près 50 cm de large. Couche par couche, ils en extrayaient les pierres, de sorte qu'au-dessus de la pyramide, il y a maintenant un à-pic qui doit faire 6 à 7 mètres de profondeur. Pour tailler les blocs de calcaire, les ouvriers utilisaient de simples outils de cuivre, comme ceux-ci, conservés au musée du Caire. Ensuite, avec des instruments comme ceux-là, des maçons aplanissaient la surface et les angles des blocs. Puis, au moyen de traîneaux en bois et de cordes, comme ceux que l'on voit ici, on transportait les pierres jusqu'à la pyramide. La plupart des experts pensent que les ouvriers superposaient les blocs en couches horizontales successives, chacune étant égalisée et polie avec précision jusqu'à ce que le sommet de la pyramide soit atteint. Mais là encore, les avis divergent. D'une part, la plus petite imperfection à la base aurait eu un effet cumulatif sur toute la structure. De plus, en observant la Grande Pyramide, je me suis aperçu que pratiquement aucune de ces assises n'était vraiment à niveau. Alors j'ai compris qu'on faisait fausse route. Il devait y avoir une autre façon d'aborder le problème. Et j'ai passé des années à chercher la solution. À partir de la pyramide effondrée, Eisler pense que la plupart des pyramides construites après celle de Meidum l'ont été en 3 étapes. On commençait par un noyau intérieur à degrés qui n'est pas sans rappeler celui de la pyramide de Meidum. Puis on élargissait la base et les grands gradins étaient petit à petit remplis d'une deuxième couche de marches plus petites, d'où une forme déjà beaucoup plus proche de celle de la véritable pyramide. Enfin, les petits degrés extérieurs étaient revêtus d'une couche de pierre calcaire soigneusement polie, conférant à l'édifice son aspect définitif à face lisse. Comme la Grande Pyramide a conservé une bonne partie de ses pierres d'origine, il est impossible de dire si ce système des 3 étapes a été appliqué lors de sa construction. Mais pour appuyer sa théorie, Eisler attire l'attention sur un certain nombre de pyramides plus petites, appelées les pyramides des reines, qui se dressent à côté des grandes pyramides de Gizeh et qui ont été construites à peu près à la même époque. Ces vestiges mettent en évidence un noyau à large degré qui était ensuite comblé avec ce que l'on appelle du matériau de remplissage, composé de pierres plus petites. Ceci accentuait la forme pyramidale. Le tout était revêtu de couches de pierres calcaires très lisses qui se rencontraient au sommet. Plusieurs théories ont été élaborées quant à la façon dont les pierres étaient hissées en haut des assises supérieures. La plupart d'entre elles font appel à des rampes, qui soit évoluaient en spirale autour de la pyramide au fur et à mesure de l'édification, soit menaient directement au niveau de construction.
La rampe faite de gravats et de boue qu'utilisaient les Égyptiens pour construire les pyramides était immense. Ensuite, ils les démolissaient. Mais les ouvriers ont forcément laissé des traces de cette rampe dans le sol. J'ai procédé à des excavations sur la face sud et j'ai eu la surprise de découvrir une petite section de cette rampe. Mais certains experts pensent que si l'on avait utilisé une grande rampe, il en resterait des traces bien plus nettes. Une rampe qui devait faire 150 mètres de haut ne disparaît pas comme ça. On devrait en voir des traces sur des photographies aériennes. Martin Heisler pense que l'on a utilisé des rampes que sur la partie inférieure de la pyramide, plus accessible. Pour les étages supérieurs, il croit que l'on a eu recours à une autre méthode. Je pense que l'on a hissé les pierres en installant un système de glissoire sur les pans de la pyramide. On faisait tracter ces pierres par une équipe d'hommes postés plus haut et l'on tirait sur des cordes entourant un rondin de bois situé au-dessus. Le processus était facilité par des leviers avec lesquels on soulevait les pierres. Entre l'effet de levier et la traction des équipes situées en hauteur, je pense que l'on pouvait arriver à les transporter. Et en effet, sur de nombreuses pyramides, on peut toujours voir des encoches qui ont peut-être servi à caler les leviers. Même si elle prête à controverse, l'idée de hisser les pierres en les poussant et en les tirant répond aux diverses théories de rampes qui brillent par l'absence de vestiges. Mais jusqu'à présent, personne ne sait exactement comment les Égyptiens de l'Antiquité ont pu accomplir une pareille prouesse technique, eux qui ne connaissaient même pas la roue. Une fois tous les blocs mis en place, la grande pyramide a été coiffée d'une pièce de granit triangulaire, supposée représenter la pierre sacrée de Ben-Ben, symbole de la colline originelle, et sans doute assez semblable à celle-ci trouvée à Gizeh. Elle était peut-être recouverte d'une couche d'or martelé. Puis en recourant aux mêmes méthodes pour mettre en place les premiers blocs, le corps de la pyramide était couvert d'un revêtement de pierre calcaire blanche et finement poli, brillant sous le soleil du désert. Le résultat final devait être spectaculaire et remplir ceux qui avaient participé à cette construction d'un immense sentiment de fierté. Avec ses 146 mètres de haut, c'était le plus grand édifice au monde jusqu'à l'érection de la Tour Eiffel en 1889. Elle se compose de quelques 2,3 millions de blocs de pierre, pesant chacun jusqu'à 2,5 tonnes. De nombreux archéologues pensent qu'au total, son édification a dû prendre près de 23 ans. La pyramide est tout aussi remarquable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Comme toutes les pyramides de cette époque, elle comporte un grand nombre de galeries et de chambres. L'agencement intérieur de la pyramide de Khéops est très complexe. On y trouve 3 chambres funéraires et l'on ignore encore aujourd'hui s'il avait été prévu dès le départ d'en faire 3 ou si les plans ont été modifiés en cours de route. Étant donné qu'il y a plusieurs chambres et que la pyramide a été pillée il y a bien longtemps, on ne sait pas exactement où Khéops était enterré. Mais on accède à ce que l'on pense être la chambre funéraire du roi par un long couloir qui débouche lui-même sur une immense galerie ascendante appelée la Grande Galerie, un corridor en encorbellement qui fait environ 45 mètres de long et près de 8 mètres de haut. En encorbellement signifie que les petits côtés des blocs se rapprochent de plus en plus, de sorte que vous évoluez dans une sorte de cage d'escalier inversée dont les parois finissent par se rencontrer, au loin et en hauteur. La Grande Galerie finit par déboucher sur le noyau de la Grande Pyramide. Cette chambre étant la seule des 3 qui contiennent un sarcophage, la plupart des experts s'accordent pour dire que c'est là que le roi Khéops a finalement été enterré. Ce qui est superbe, c'est qu'elle est entièrement tapissée de granit. Le granit est une pierre qui rappelle le soleil, notamment parce qu'elle est rouge. La pièce fait 9 mètres sur 4,5 et près de 5,50 mètres de haut. Le toit de la chambre du roi se compose de plusieurs plaques de granit massif, dont chacune pèse plus de 70 tonnes. Au-delà se trouve une série de faux plafonds conçus pour réduire le poids énorme qui pèse sur la chambre. Un système qui fonctionne à merveille depuis plus de 40 siècles. Khéops voulait que cette construction soit la plus grande merveille technique de l'Antiquité. Pourtant, la réalisation de la Grande Pyramide n'a pas signé la fin des constructions sur le plateau de Gizeh.
En fait, ce n'en était que le début. La deuxième plus grande pyramide de ce site a été érigée par le roi Képhren, fils de Khéops. Commencée aux alentours de 2520 avant Jésus-Christ, elle a été construite selon les mêmes méthodes que celles employées pour la Grande Pyramide. Chaque face fait à la base 215 mètres et se dresse à 143,50 mètres de haut, 3 mètres de moins seulement que la Grande Pyramide. Mais comme le sol sur lequel elle est construite est à 10 mètres au-dessus de celui de la Grande Pyramide, elle semble plus grande. Étant donné sa base plus petite, ses faces s'élèvent à un angle plus aigu que celui de la Grande Pyramide, 53 degrés contre 51 degrés. Ce qui la différencie aussi, c'est que son sommet est toujours chapeauté de son revêtement de petites pierres d'origine, ce qui lui confère un tout autre aspect. L'intérieur de la pyramide de Képhren est lui aussi bien différent. À l'inverse du système complexe de tunnels, de puits et de chambres de la Grande Pyramide, celle de Képhren présente un agencement interne relativement simple, composé de 2 passages qui convergent vers une seule chambre funéraire. La statue colossale qui est derrière moi représente Mykérinos, ou Mycerinus, qui construisit la 3e pyramide et le complexe qui l'entoure à la nécropole de Gizeh. Sur une base de 102 mètres sur 104,50 mètres, la pyramide de Mykérinos s'élève à 65 mètres de haut avec un angle d'à peine plus de 51 degrés. Elle est donc sensiblement plus petite que celle de Képhren, et sa masse ne fait en outre que 1/10 de celle de la Grande Pyramide. Mais ce sont les éléments de comparaison qui la font paraître petite. En effet, le tombeau de Mykérinos est aussi grand que la pyramide à degrés. Mais elle a une particularité. Ses premières assises sont revêtues de granit au lieu de calcaire. Elle devait donc être plus colorée. On ignore encore pourquoi les pyramides de Gizeh sont devenues de plus en plus petites. Mais les experts supposent que les successeurs du roi Khéops ne pouvaient tout simplement plus supporter les frais colossaux qu'entraînaient ces projets immenses. De tous les monuments associés aux pyramides, le Sphinx est sans doute le plus remarquable. Ce gigantesque lion de pierre à tête d'homme, sa conception, sa construction et sa destination sont depuis des siècles à l'origine d'une vive controverse. Je pense que ce qui rend le Sphinx aussi fascinant, c'est son côté mi-homme, mi-bête. Cela lui donne un air mystérieux, celui de ne pas être tout à fait là. Que diable constituait cette énorme structure sur le plateau de Gizeh? Du fait de sa situation, il a très vraisemblablement été édifié en même temps que la 2e pyramide, celle du roi Képhren, ceci du fait de son orientation. En outre, certains pensent que le visage du Sphinx lui-même ressemble à la statue du roi Képhren. 73 mètres de long, 20 mètres de haut. Le Sphinx est la première statue vraiment colossale de l'Égypte ancienne. Ces constructeurs ont commencé par creuser un fossé en forme de U dans la base calcaire du plateau de Gizeh. Puis ils ont sculpté le corps dans le bloc de pierre qui constituait le U, de sorte que l'essentiel du monument fait partie du plateau lui-même. Une théorie récente établit un lien plus direct encore entre le Sphinx et le paysage naturel. Je pense que si l'on regarde bien le Sphinx, on peut voir qu'il fait davantage partie du paysage que veulent bien le dire la plupart des gens. Pourquoi? Parce que nous voyons des structures similaires qui lui sont pratiquement identiques, tandis que le reste est rongé par l'érosion naturelle. On appelle ces créatures naturelles des lions de boue. Voici un yardang, ou lion de boue, ou encore un sphinx naturel. On trouve ces figures en quantité dans les déserts de l'Ouest. Et c'est pourquoi je dis que les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être bien emprunté la forme de cet édifice naturel qui fait partie de la majesté du pays. Pendant des siècles, des rumeurs ont couru sur l'existence de tunnels et de chambres secrètes à l'intérieur du Sphinx. Ces idées ont aujourd'hui été mises à l'épreuve à l'aide d'un GPR, radar à pénétration du sol. On a passé en revue tout le site. Et l'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien sous le Sphinx. Il est en roc massif. C'est une pierre vivante, sans rien à l'intérieur. On peut se rendre compte de la vénération qu'inspirait ce monument si l'on considère que sa première restauration a été entreprise près de 1100 ans après la mort de Képhren par Thoutmôsis IV.
aux environs de 1400 ans avant Jésus-Christ. Ce pharaon a érigé sur le site une stèle de 15 tonnes de granit rose de 3,50 m de haut, qui raconte comment le jeune prince, qui n'était pas l'héritier du trône, s'en est allé chasser non loin du Sphinx. Faisant une pause, il s'était endormi à l'ombre de la tête de la statue, qui seule émergeait encore des sables du désert. Et le Sphinx lui aurait dit dans son rêve, « Toutmosis, mon fils, je vais mourir sous tout ce sable. Si tu me dégages, je te ferai roi d'Égypte. » Et le prince est bel et bien devenu roi d'Égypte. De fait, Toutmosis IV est le premier de tous les archéologues et il a été le premier à restaurer le Sphinx. Le Sphinx a été construit pour garder les pyramides de toute éternité. Pourtant, malgré le respect qu'il inspire, il n'est pas parvenu à tenir à distance la convoitise humaine. À cause des fabuleuses richesses que contenaient les pyramides, elles ont toutes, sans exception, été cambriolées par des pilleurs de tombes, il y a de cela bien longtemps. Dans bien des cas, les archéologues sont parvenus à trouver les passages intérieurs des pyramides en suivant tout simplement les tunnels creusés par les voleurs. Ainsi, celui-ci dans le tombeau de Mykérinos à Gizeh. Certains pensent que c'est pour cette raison que la construction de grandes pyramides a rapidement décliné après l'âge d'or de la 4e dynastie. D'autres ne partagent pas cet avis. Je pense qu'ils ont arrêté de construire des pyramides parce que le pays était unifié. Si nous sommes d'accord sur le principe que Khéops est parvenu à donner à ces gens le sentiment qu'en construisant ensemble ils formaient un peuple, à partir de là, il ne s'agit plus d'un site funéraire et ça n'a plus rien de passionnant. Alors ils se sont mis à en construire de petites. L'intérêt s'est déplacé de la taille des pyramides au développement des complexes qui leur étaient attachés, de sorte que les temples des pyramides et des vallées sont devenus plus vastes et plus élaborés. À partir de là, les pyramides sont devenues de plus en plus petites pour tomber pratiquement en désuétude. Ironie du sort, la plupart des pyramides plus tardives, comme la pyramide noire de Dachour, ont été réalisées avec des noyaux de briques pour aller plus vite, puis recouvertes d'une couche de pierre calcaire. Une fois le calcaire pillé pour d'autres constructions, elles ont rapidement été la proie de l'érosion, sombrant dans un état de délabrement pire que celui des premières pyramides de pierre. Les pyramides ont beau avoir traversé les siècles et fait l'objet de quantité d'études, de nouvelles recherches promettent de résoudre d'autres énigmes. On met au point et l'on applique de nouvelles techniques d'analyse et d'investigation, de sorte qu'on fait sans arrêt des découvertes et que le sujet des pyramides n'est pas épuisé. De nouvelles théories sont examinées, d'anciennes rejetées, et les pyramides continuent d'exercer leur incontestable pouvoir de séduction. La première fois que j'ai vu les pyramides, j'étais étudiant en 3e cycle. Je me rendais sur un site de recherche lorsque notre avion les a survolés. Je les ai vus d'en haut et j'avoue que j'ai eu les larmes aux yeux. Je suis sûr que nous apprendrons encore sur elles. Comme je dis toujours, on ne sait jamais ce que les sables d'Égypte peuvent cacher ou révéler. Certains secrets des pyramides vont peut-être demeurer dans la pierre jusqu'à ce qu'elles succombent à leur tour à l'outrage du temps. Pourtant, et même si de nouvelles connaissances éclairent leur mystère, les pyramides d'Égypte resteront des monuments éternels, dédiés non seulement à une civilisation passée, mais à l'ambition et à l'ingéniosité sans bornes du genre humain. On a coutume d'y faire des offrandes aux statues du roi, et l'entretien de l'édifice nécessite un nombre personnel. Le sphinx légendaire, lui aussi à Gizeh, fait partie d'une de ces nécropoles, celle qui entoure la pyramide de Khéphren, le fils du roi Khéops. Si on sait pourquoi les pyramides ont été construites, l'origine de leur forme bien particulière demeure incertaine. Lors des premiers rites funéraires égyptiens, les corps étaient placés dans un puits profond, puis recouverts d'un gros rocher ou d'un monticule de pierre.
Sans doute ne s'agissait-il pas seulement d'empêcher les chacals de déterrer les morts. Ces tumulus devaient probablement représenter la colline originelle d'où avait jailli toute vie. Dans l'Antiquité, la vie des Égyptiens était entièrement tournée vers le Nil, source de vie et de nourriture. Or, le fleuve connaissait des crues annuelles. Après celle-ci, les eaux se retiraient et l'on pouvait à nouveau voir la terre. Ce phénomène a servi de métaphore à la création. Le premier coin de terre que l'on apercevait quand les eaux originelles commençaient à se retirer a été associé à la colline primitive. Et c'est sur cette colline primitive que le soleil s'est levé pour la première fois. En fait, la pyramide, c'est cette colline. Elle représente la colline primitive à partir de laquelle le Dieu a créé toute l'Égypte. Le symbole de cette colline originelle était le benben sacré. Après celle de Maïdoum, l'ont été en 3 étapes. On commençait par un noyau intérieur à degrés qui n'est pas sans rappeler celui de la pyramide de Maïdoum. Puis on élargissait la base et les grands gradins étaient petit à petit remplis d'une deuxième couche de marches plus petites, d'où une forme déjà beaucoup plus proche de celle de la véritable pyramide. Enfin, les petits degrés extérieurs étaient revêtus d'une couche de pierre calcaire soigneusement polie, conférant à l'édifice son aspect définitif à face lisse. Comme la grande pyramide a conservé une bonne partie de ses pierres d'origine, il est impossible de dire si ce système des 3 étapes a été appliqué lors de sa construction. Mais pour appuyer sa théorie, Eisler attire l'attention sur un certain nombre de pyramides plus petites, appelées les pyramides des reines, qui se dressent à côté des grandes pyramides de Gizeh et qui ont été construites à peu près à la même époque. Ces vestiges mettent en évidence un noyau à large degré qui était ensuite comblé avec ce que l'on appelle du matériau de remplissage, composé de pierres plus petites. Ceci accentuait la forme pyramidale. Le tout était revêtu de couches de pierres calcaires très lisses qui se rencontraient au sommet. Plusieurs théories ont été élaborées quant à la façon dont les pierres étaient hissées en haut des assises supérieures. La plupart d'entre elles font appel à des rampes, qui soit évoluaient en spirale autour de la pyramide au fur et à mesure de l'édification, soit menaient directement au niveau de construction. La rampe faite de gravats passe de 3 générations seulement. Elle constitue en elle-même de véritables prouesses techniques. Elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes de temples et de tombes plus petites, appelées nécropoles. Le mot nécropole signifie « cité des morts ». La pyramide ne constitue que le monument qui recouvre la tombe du roi. Un temple est rattaché à la pyramide et une longue chaussée mène à la vallée où se trouve un autre temple. On a coutume d'y faire des offrandes aux statues du roi et l'entretien de l'édifice nécessite un nombreux personnel. Le sphinx légendaire, lui aussi à Gizeh, fait partie d'une de ces nécropoles, celle qui entoure la pyramide de Képhren, le fils du roi Khéops. Si on sait pourquoi les pyramides ont été construites, l'origine de leur forme bien particulière demeure incertaine. Lors des premiers rites funéraires égyptiens, les corps étaient placés dans un puits profond, puis recouverts d'un gros rocher ou d'un monticule de pierre. Sans doute ne s'agissait-il pas seulement d'empêcher les chacals de déterrer les morts. Ces tumulus devaient probablement représenter la colline originelle d'où avait jailli toute vie. Dans l'Antiquité, la vie des Égyptiens était entièrement tournée vers le Nil, source de vie et de nourriture. Or, le fleuve connaissait des crues annuelles. Après celle-ci, les eaux se retiraient et l'on pouvait à nouveau voir la terre. Ce phénomène a servi de pierres ont été construites en l'espace de 3 générations seulement. Elles constituent en elles-mêmes de véritables prouesses techniques. Elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes de temples et de tombes plus petites, appelées nécropoles. Le mot nécropole signifie « cité des morts ». La pyramide ne constitue que le monument qui recouvre la tombe du roi. Un temple est rattaché à la pyramide et une longue chaussée mène à la vallée où se trouve un autre temple. On a coutume d'y faire des offrandes aux statues du roi et l'entretien de l'édifice nécessite un nombreux personnel. Le sphinx légendaire, lui aussi à Gizeh, fait partie d'une de ces nécropoles, celle qui entoure la pyramide de Képhren, le fils du roi Khéops. Si on sait pourquoi les pyramides ont été construites, l'origine de leur forme bien particulière demeure incertaine. Lors des premiers rites funéraires égyptiens,
Les corps étaient placés dans un puits profond, puis recouverts d'un gros rocher ou d'un monticule de pierre. Sans doute ne s'agissait-il pas seulement d'empêcher les chacals de déterrer les morts. Ces tumulus devaient probablement représenter la colline originelle d'où avait jailli toute vie. Dans l'Antiquité, la vie des Égyptiens était entièrement tournée vers le Nil, source de vie et de nourriture. Or, le fleuve connaissait des crues annuelles. Après celle-ci, les eaux se retiraient et l'on pouvait à nouveau voir la terre. Ce qu'il reste aujourd'hui de cette pyramide, c'est une partie du noyau à degrés entouré de débris épars, ce qui lui donne son aspect effondré. Autrefois, les archéologues pensaient que l'édifice s'était effectivement effondré en cours de construction, d'où son abandon. Mais selon des recherches ultérieures, la pyramide a bel et bien été terminée. C'est ensuite que l'on aurait délibérément enlevé son revêtement. Au fil du temps, on s'est servi du matériau de coffrage pour d'autres constructions. On a pu ériger des villes entières avec les pierres apportées là pour les pyramides. C'est ce qui explique son apparence actuelle. Tout comme la pyramide à degrés terminée 55 ans plus tôt, le noyau de la pyramide de Meydoum se composait de couches de pierre inclinées vers l'intérieur. Pour la pyramide de Meydoum, on a procédé par accumulation. Des couches de pierre successives et inclinées sont venues entourer le noyau central. Une chose est sûre, à un moment, la pyramide de Meydoum a été temporairement abandonnée. Pour des raisons encore inconnues, en l'an 17, Snéfrou a délaissé cette pyramide non achevée pour construire à Dachour celle que l'on appelle maintenant la pyramide rhomboïdale. En cours de construction, les architectes qui avaient commencé avec un angle à 54 degrés... La deuxième plus grande pyramide de ce site a été érigée par le roi Képhren, fils de Khéops. Commencée aux alentours de 2520 avant Jésus-Christ, elle a été construite selon les mêmes méthodes que celles employées pour la grande pyramide. Chaque face fait à la base 215 mètres et se dresse à 143,50 mètres de haut, 3 mètres de moins seulement que la grande pyramide. Mais comme le sol sur lequel elle est construite est à 10 mètres au-dessus de celui de la grande pyramide, elle semble plus grande. Étant donné sa base plus petite, ses faces s'élèvent à un angle plus aigu que celui de la grande pyramide, 53 degrés contre 51 degrés. Ce qui la différencie aussi, c'est que son sommet est toujours chapeauté de son revêtement de petites pierres d'origine, ce qui lui confère un tout autre aspect. L'intérieur de la pyramide de Képhren est lui aussi bien différent. À l'inverse du système complexe de tunnels, de puits et de chambres de la grande pyramide, celle de Képhren présente un agencement interne relativement simple, composé de 2 passages qui convergent vers une seule chambre funéraire. La statue colossale qui est derrière moi représente Mykérinos, ou Mycerinus, qui construisit la 3e pyramide et le complexe qui l'entoure à la nécropole de Gizeh. Sur une base de 102 mètres sur 104,50 mètres, la pyramide de Mykérinos s'élève à 65 mètres de haut, avec... Ne s'agissait-il pas seulement d'empêcher les chacals de déterrer les morts? Ces tumulus devaient probablement représenter la colline originelle d'où avait jailli toute vie. Dans l'Antiquité, la vie des Égyptiens était entièrement tournée vers le Nil, source de vie et de nourriture. Or, le fleuve connaissait des crues annuelles. Après celle-ci, les eaux se retiraient et l'on pouvait à nouveau voir la terre. Ce phénomène a servi de métaphore à la création. Le premier coin de terre que l'on apercevait quand les eaux originelles commençaient à se retirer a été associé à la colline primitive. Et c'est sur cette colline primitive que le soleil s'est levé pour la première fois. En fait, la pyramide, c'est cette colline. Elle représente la colline primitive à partir de laquelle le Dieu a créé toute l'Égypte. Le symbole de cette colline originelle était le benben sacré, cette pierre de fête à la forme pyramidale dont la plupart des égyptologues pensent qu'elle a dû donner sa forme aux pyramides. La pierre de fête en haut de la pyramide est un benben. Ce pyramidion que l'on posait au sommet de l'édifice était recouvert d'électrum, un alliage d'or jaune et blanc. Sa présence signifiait que la pyramide était terminée. Mais certains experts pensent que d'autres phénomènes ont joué un rôle dans cette forme pyramidale.
Selon la thèse récente d'un égyptologue, des habitants du désert auraient migré vers la vallée. Le sol présente un motif en grille. C'est là que les blocs de pierre ont été extraits. Cela correspond au tracé des tranchées que creusaient les ouvriers et qui faisaient à peu près 50 cm de large. Couche par couche, ils en extrayaient les pierres, de sorte qu'au-dessus de la pyramide, il y a maintenant un à-pic qui doit faire 6 à 7 mètres de profondeur. Pour tailler les blocs de calcaire, les ouvriers utilisaient de simples outils de cuivre, comme ceux-ci, conservés au musée du Caire. Ensuite, avec des instruments comme ceux-là, des maçons aplanissaient la surface et les angles des blocs. Puis, au moyen de traîneaux en bois et de cordes, comme ceux que l'on voit ici, on transportait les pierres jusqu'à la pyramide. La plupart des experts pensent que les ouvriers superposaient les blocs en couches horizontales successives, chacune étant égalisée et polie avec précision jusqu'à ce que le sommet de la pyramide soit atteint. Mais là encore, les avis divergent. D'une part, la plus petite imperfection à la base aurait eu un effet cumulatif sur toute la structure. De plus, en observant la Grande Pyramide, je me suis aperçu que pratiquement aucune de ses assises n'était vraiment à niveau. Alors j'ai compris qu'on faisait fausse route. Il devait y avoir une autre façon d'aborder le problème. Et j'ai passé des années à chercher la solution. Les maçons commençaient par planter dans le sol un pieu appelé gnomon. Quand, sous l'effet du soleil, les ombres que projette le gnomon forment des angles équilatéraux opposés, la bissectrice de l'angle indique la direction nord-sud. C'est le principe du cadran solaire. Quelle que soit la méthode employée, la Grande Pyramide présente un alignement presque parfait, et ses côtés varient de moins de 1/15e de degré par rapport aux points cardinaux. Les autres mesures sont tout aussi précises. Chaque face mesure 230 mètres, avec une différence qui n'excède pas 10 cm. Quant à la construction proprement dite de cet édifice gigantesque, elle confrontait les Égyptiens à un problème tout aussi important en termes de gestion des ressources humaines. Contrairement à l'image populaire en vigueur, ces travaux n'étaient pas réalisés par des centaines de milliers d'esclaves, mais par des conscriptions paysannes à titre de corvée. C'était un travail que les paysans devaient à l'État, comme un impôt. On réunit des fermiers venus de toute l'Égypte. On les emmène vers un point central nommé Gizeh. Ils travaillent ensemble en équipe dirigée par des maçons et des architectes expérimentés pour construire ce qui va devenir le symbole de l'identité nationale. La main-d'œuvre vit et meurt sur place, dans une cité ouvrière qui ne sera découverte qu'au début des années 90. 3, levé. Pour tailler la pierre, ils avaient des burins de cuivre, moins durs que les burins en fer d'aujourd'hui, mais le calcaire est une pierre tendre. C'était beaucoup de travail, bien sûr, mais ils avaient la main-d'œuvre nécessaire. Le résultat est un monument d'une impressionnante précision. En dépit de la remarquable symétrie de la structure finale, des recherches archéologiques ont prouvé qu'Imhotep n'avait pas prévu d'entrée de jeu que ce serait une pyramide à degrés. Il a commencé par faire un mastaba, puis il en a fait un plus petit, puis il s'est mis à les superposer en une sorte d'escalier vers le paradis. On ignore encore pourquoi la pyramide à degrés a été ainsi agrandie. Aussi somptueux qu'ait été cet édifice, peu de pharaons le copièrent par la suite. Au contraire, ils ont bientôt adopté une forme nouvelle qui allait poser de nouveaux défis à ses constructeurs et changer à tout jamais la forme des pyramides. Un peu plus d'un demi-siècle après que le roi Djoser ait construit la pyramide à degrés en 2630 avant Jésus-Christ, le roi Snéfrou est appelé à régner sur l'Égypte. Il allait devenir le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Mécontent de ses premières tentatives, il n'érigera pas moins de 3 gigantesques pyramides au cours d'un règne qui a dû couvrir une cinquantaine à l'ombre de la tête de la statue, qui seule émergeait encore des sables du désert. Et le Sphinx lui aurait dit dans son rêve, « Toutmosis, mon fils, je vais mourir sous tout ce sable. Si tu me dégages, je te ferai roi d'Égypte. » Et le prince est bel et bien devenu roi d'Égypte.
De fait, Thoutmôsis IV est le premier de tous les archéologues et il a été le premier à restaurer le Sphinx. Le Sphinx a été construit pour garder les pyramides de toute éternité. Pourtant, malgré le respect qu'il inspire, il n'est pas parvenu à tenir à distance la convoitise humaine. À cause des fabuleuses richesses que contenaient les pyramides, elles ont toutes, sans exception, été cambriolées par des pilleurs de tombes, il y a de cela bien longtemps. Dans bien des cas, les archéologues sont parvenus à trouver les passages intérieurs des pyramides en suivant tout simplement les tunnels creusés par les voleurs. Ainsi, celui-ci dans le tombeau de Mykérinos à Gizeh. Certains pensent que c'est pour cette raison que la construction de grandes pyramides a rapidement décliné après l'âge d'or de la 4e dynastie. D'autres ne partagent pas cet avis. Je pense qu'ils ont arrêté de construire des pyramides parce que le pays était unifié. Si nous sommes d'accord sur le principe que Khéops est parvenu à donner à ces gens le sentiment qu'en construisant ensemble ils formaient un peuple, à partir de là, il ne s'agit plus d'un site funéraire, des traces sur des photographies aériennes. Martin Heisler pense que l'on a utilisé des rampes que sur la partie inférieure de la pyramide, plus accessible. Pour les étages supérieurs, il croit que l'on a eu recours à une autre méthode. Je pense que l'on a hissé les pierres en installant un système de glissoire sur les pans de la pyramide. On faisait tracter ces pierres par une équipe d'hommes postés plus haut et l'on tirait sur des cordes entourant un rondin de bois situé au-dessus. Le processus était facilité par des leviers avec lesquels on soulevait les pierres. Entre l'effet de levier et la traction des équipes situées en hauteur, je pense que l'on pouvait arriver à les transporter. Et en effet, sur de nombreuses pyramides, on peut toujours voir des encoches qui ont peut-être servi à caler les leviers. Même si elle prête à controverse, l'idée de hisser les pierres en les poussant et en les tirant répond aux diverses théories de rampes qui brillent par l'absence de vestiges. Mais jusqu'à présent, personne ne sait exactement comment les Égyptiens de l'Antiquité ont pu accomplir une pareille prouesse technique, eux qui ne connaissaient même pas la roue. Une fois tous les blocs mis en place, la grande pyramide a été coiffée d'une pièce de granit triangulaire, supposée représenter la pierre sacrée de Benben, symbole de la colline originelle. Pour tailler la pierre, ils avaient des burins de cuivre, moins durs que les burins en fer d'aujourd'hui, mais le calcaire est une pierre tendre. C'était beaucoup de travail, bien sûr, mais ils avaient la main-d'œuvre nécessaire. Le résultat est un monument d'une impressionnante précision. En dépit de la remarquable symétrie de la structure finale, des recherches archéologiques ont prouvé qu'Imhotep n'avait pas prévu d'entrée de jeu que ce serait une pyramide à degrés. Il a commencé par faire un mastaba, puis il en a fait un plus petit, puis il s'est mis à les superposer en une sorte d'escalier vers le paradis. On ignore encore pourquoi la pyramide à degrés a été ainsi agrandie. Aussi somptueux qu'ait été cet édifice, peu de pharaons le copièrent par la suite. Au contraire, ils ont bientôt adopté une forme nouvelle qui allait poser de nouveaux défis à ses constructeurs et changer à tout jamais la forme des pyramides. Un peu plus d'un demi-siècle après que le roi Djoser ait construit la pyramide à degrés en 2630 avant Jésus-Christ, le roi Snéfrou est appelé à régner sur l'Égypte. Il allait devenir le plus grand bâtisseur de pyramides de l'histoire égyptienne. Mécontent de ses premières tentatives, il n'érigera pas moins de 3 gigantesques pyramides au cours d'un règne qui a dû couvrir une 50aine d'années. À commencer par celle... Elle est ancrée sur Terre grâce aux pyramides. Les Égyptiens associaient les points cardinaux à la course du Soleil et aux différentes constellations. La théorie communément admise est que les pyramides étaient orientées en fonction de l'observation des étoiles. En divisant par 2 l'angle formé par les points où une étoile se lève et se couche à l'horizon, on obtient la direction du nord géographique. Mais d'autres experts, parmi lesquels Martin Heisler, pensent que les Égyptiens utilisaient d'autres méthodes. Il est extrêmement difficile d'atteindre le niveau d'exactitude dont ces bâtisseurs étaient capables, en pointant sur une lointaine étoile. Je pense qu'ils orientaient les pyramides en se servant des ombres que faisait le soleil. Les maçons commençaient par planter dans le sol un pieu appelé gnomon.
Quand, sous l'effet du soleil, les ombres que projette le gnomon forment des angles équilatéraux opposés, la bissectrice de l'angle indique la direction nord-sud. C'est le principe du cadran solaire. Quelle que soit la méthode employée, la Grande Pyramide présente un alignement presque parfait, et ses côtés varient de moins de 1/15 de degré par rapport aux points cardinaux. Les autres mesures sont tout aussi précises. Chaque face mesure 230 mètres, avec une différence qui n'excède pas 10 cm. Quant à la construction proprement dite de cet édifice gigantesque, elle confrontait les Égyptiens à un problème tout aussi important en termes. Ça, on devrait en voir des traces sur des photographies aériennes. Martin Heisler pense que l'on n'a utilisé des rampes que sur la partie inférieure de la pyramide, plus accessible. Pour les étages supérieurs, il croit que l'on a eu recours à une autre méthode. Je pense que l'on a hissé les pierres en installant un système de glissoire sur les pans de la pyramide. On faisait tracter ces pierres par une équipe d'hommes postés plus haut et l'on tirait sur des cordes entourant un rondin de bois situé au-dessus. Le processus était facilité par des leviers avec lesquels on soulevait les pierres. Entre l'effet de levier et la traction des équipes situées en hauteur, je pense que l'on pouvait arriver à les transporter. Et en effet, sur de nombreuses pyramides, on peut toujours voir des encoches qui ont peut-être servi à caler les leviers. Même si elle prête à controverse, l'idée de hisser les pierres en les poussant et en les tirant répond aux diverses théories de rampes qui brillent par l'absence de vestiges. Mais jusqu'à présent, personne ne sait exactement comment les Égyptiens de l'Antiquité ont pu accomplir une pareille prouesse technique, eux qui ne connaissaient même pas la roue. Une fois tous les blocs mis en place, la Grande Pyramide a été coiffée d'une pièce de granit triangulaire, supposée représenter la pierre sacrée. Entre l'effet de levier et la traction des équipes situées en hauteur, je pense que l'on pouvait arriver à les transporter. Et en effet, sur de nombreuses pyramides, on peut toujours voir des encoches qui ont peut-être servi à caler les leviers. Même si elle prête à controverse, l'idée de hisser les pierres en les poussant et en les tirant répond aux diverses théories de rampes qui brillent par l'absence de vestiges. Mais jusqu'à présent, personne ne sait exactement comment les Égyptiens de l'Antiquité ont pu accomplir une pareille prouesse technique, eux qui ne connaissaient même pas la roue. Une fois tous les blocs mis en place, la Grande Pyramide a été coiffée d'une pièce de granit triangulaire, supposée représenter la pierre sacrée de Benben, symbole de la colline originelle, et sans doute assez semblable à celle-ci trouvée à Gizeh. Elle était peut-être recouverte d'une couche d'or martelé. Puis en recourant aux mêmes méthodes pour mettre en place les premiers blocs, le corps de la pyramide était couvert d'un revêtement de pierre calcaire blanche et finement poli, brillant sous le soleil du désert. Le résultat final devait être spectaculaire et remplir ceux qui avaient participé à cette construction d'un immense sentiment de fierté. Avec ses 146 mètres de haut, c'était le plus grand édifice au monde jusqu'à l'érection de la Tour Eiffel en 1889. Elle se compose de quelques 2,3 millions de blocs de pierre ou lions de boue, ou encore un sphinx naturel. On trouve ces figures en quantité dans les déserts de l'Ouest. Et c'est pourquoi je dis que les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être bien emprunté la forme de cet édifice naturel qui fait partie de la majesté du pays. Pendant des siècles, des rumeurs ont couru sur l'existence de tunnels et de chambres secrètes à l'intérieur du Sphinx. Ces idées ont aujourd'hui été mises à l'épreuve à l'aide d'un GPR, radar à pénétration du sol. On a passé en revue tout le site. Et l'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien sous le Sphinx. Il est en roc massif. C'est une pierre vivante, sans rien à l'intérieur. On peut se rendre compte de la vénération qu'inspirait ce monument si l'on considère que sa première restauration a été entreprise près de 1100 ans après la mort de Képhren par Thoutmôsis IV, aux environs de 1400 ans avant Jésus-Christ. Ce pharaon a érigé sur le site une stèle de 15 tonnes de granit rose de 3,50 m de haut, qui raconte comment le jeune prince, qui n'était pas l'héritier du trône, s'en est allé chasser non loin du Sphinx. Faisant une pause, il s'était endormi à l'ombre de la tête de la statue, qui seule émergeait encore des sables du désert. Et le Sphinx lui aurait dit dans son rêve
Toutmosis, mon fils, je vais mourir sous tout ce sable. Si tu me dégages, je te ferai roi d'Égypte. Et le prince tourait le noyau central. Une chose est sûre, à un moment, la pyramide de Meidoum a été temporairement abandonnée. Pour des raisons encore inconnues, en l'an 17, Snéfrou a délaissé cette pyramide non achevée pour construire à Dachour celle que l'on appelle maintenant la pyramide rhomboïdale. En cours de construction, les architectes qui avaient commencé avec un angle à 54 degrés... La deuxième plus grande pyramide de ce site a été érigée par le roi Képhren, fils de Khéops. Commencée aux alentours de 2520 avant Jésus-Christ, elle a été construite selon les mêmes méthodes que celles employées pour la Grande Pyramide. Chaque face fait à la base 215 mètres et se dresse à 143,50 mètres de haut, 3 mètres de moins seulement que la Grande Pyramide. Mais comme le sol sur lequel elle est construite est à 10 mètres au-dessus de celui de la Grande Pyramide, elle semble plus grande. Étant donné sa base plus petite, ses faces s'élèvent à un angle plus aigu que celui de la Grande Pyramide, 53 degrés contre 51 degrés. Ce qui la différencie aussi, c'est que son sommet est toujours chapeauté de son revêtement de petites pierres d'origine, ce qui lui confère un tout autre aspect. L'intérieur de la pyramide de Képhren est lui aussi bien différent. À l'inverse, Paysage que veulent bien le dire la plupart des gens. Pourquoi? Parce que nous voyons des structures similaires qui lui sont pratiquement identiques, tandis que le reste est rongé par l'érosion naturelle. On appelle ces créatures naturelles des lions de boue. Voici un yardang, ou lion de boue, ou encore un sphinx naturel. On trouve ces figures en quantité dans les déserts de l'Ouest. Et c'est pourquoi je dis que les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être bien emprunté la forme de cet édifice naturel qui fait partie de la majesté du pays. Pendant des siècles, des rumeurs ont couru sur l'existence de tunnels et de chambres secrètes à l'intérieur du Sphinx. Ces idées ont aujourd'hui été mises à l'épreuve à l'aide d'un GPR, radar à pénétration du sol. On a passé en revue tout le site. Et l'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a rien sous le Sphinx. Il est en roc massif. C'est une pierre vivante, sans rien à l'intérieur. On peut se rendre compte de la vénération qu'inspirait ce monument si l'on considère que sa première restauration a été entreprise près de 1100 ans après la mort de Képhren par Toutmosis IV, aux environs de 1400 ans avant Jésus-Christ. Ce pharaon a érigé sur le site une stèle de 15 tonnes de granit rose de 3,50 mètres de haut, qui raconte comment le jeune prince, qui n'était pas l'héritier du trône, s'en est allé chasser non loin du Sphinx. Et que d'autres constructions les aient recouvertes. Élaborées sur une période de presque 1000 ans, allant de 2630 à 1640 avant Jésus-Christ, les pyramides sont des merveilles de technique et de culture. Non seulement ce sont des édifices d'une beauté époustouflante, mais elles comptent parmi les rares merveilles de l'Antiquité à avoir résisté au temps. La pyramide était conçue pour servir de sépulture au pharaon. Mais pourquoi le roi d'Égypte avait-il besoin d'un pareil tombeau? La pyramide est la métaphore architecturale de l'ascension du roi vers le soleil, car tel était son destin après sa mort. C'est dans cet édifice qu'a lieu la grande transformation au cours de laquelle il va renaître. Un ancien proverbe arabe dit « L'homme craint le temps ». Mais le temps craint les pyramides. Pourtant, l'âge d'or des pyramides n'a duré que 150 ans. Il correspond à la 4e dynastie de l'ancien royaume d'Égypte. Et les plus grandes pyramides, celles du plateau de Gizeh près du Caire, ont été construites en l'espace de 3 générations seulement. Elles constituent en elles-mêmes de véritables prouesses techniques. Elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes de temples et de tombes plus petites, appelées nécropoles. Le mot nécropole signifie « cité des morts ». Ceci accentuait la forme pyramidale. Le tout était revêtu de couches de pierres calcaires très lisses qui se rencontraient au sommet. Plusieurs théories ont été élaborées quant à la façon dont les pierres étaient hissées en haut des assises supérieures.
La plupart d'entre elles font appel à des rampes, qui soit évoluées en spirale autour de la pyramide au fur et à mesure de l'édification, soit menées directement au niveau de construction. La rampe faite de gravats passe de 3 générations seulement. Elle constitue en elle-même de véritables prouesses techniques. Elles étaient les pièces maîtresses de vastes complexes de temples et de tombes plus petites, appelées nécropoles. Le mot nécropole signifie « cité des morts ». La pyramide ne constitue que le monument qui recouvre la tombe du roi. Un temple est rattaché à la pyramide et une longue chaussée mène à la vallée où se trouve un autre temple. On a coutume d'y faire des offrandes aux statues du roi et l'entretien de l'édifice nécessite un nombreux personnel. Le sphinx légendaire, lui aussi à Gizeh, fait partie d'une de ces nécropoles, celle qui entoure la pyramide de Khéphren, le fils du roi Khéops. Si on sait pourquoi les pyramides ont été construites, l'origine de leur forme bien particulière demeure incertaine. Lors des premiers rites funéraires égyptiens, les corps étaient placés dans un puits profond, puis recouverts d'un gros rocher ou d'un monticule de pierre. Sans doute autre que celle employée pour la grande pyramide. Chaque face fait à la base 215 mètres et se dresse à 143,50 mètres de haut, 3 mètres de moins seulement que la grande pyramide. Mais comme le sol sur lequel elle est construite est à 10 mètres au-dessus de celui de la grande pyramide, elle semble plus grande. Étant donné sa base plus petite, ses faces s'élèvent à un angle plus aigu que celui de la grande pyramide, 53 degrés contre 51 degrés. Ce qui la différencie aussi, c'est que son sommet est toujours chapeauté de son revêtement de petites pierres d'origine, ce qui lui confère un tout autre aspect. L'intérieur de la pyramide de Khéphren est lui aussi bien différent. À l'inverse du système complexe de tunnels, de puits et de chambres de la grande pyramide, celle de Khéphren présente un agencement interne relativement simple, composé de 2 passages qui convergent vers une seule chambre funéraire. La statue colossale qui est derrière moi représente Mykérinos, ou Mycerinus, qui construisit la 3e pyramide et le complexe qui l'entoure à la nécropole de Gizeh. Sur une base de 102 mètres sur 104,50 mètres, la pyramide de Mykérinos s'élève à 65 mètres de haut avec un angle d'à peine plus de 51 degrés. Elle est donc sensiblement plus petite que celle de Khéphren, et sa masse ne fait en outre que 1/10 de celle de la grande pyramide. Non loin du Caire se trouve la concentration de pyramides la plus imposante au monde, le plateau de Gizeh. Ce site comprend la plus grande d'entre elles, la grande pyramide de Khéops, commencée vers 2551 avant Jésus-Christ. La pyramide de Khéphren, le fils de Khéops. Celle de son petit-fils Mykérinos. Plusieurs édifices plus petits, appelés les pyramides des reines, et le légendaire sphinx. Le site de Gizeh était idéal pour y bâtir les pyramides. On y trouve le calcaire de meilleure qualité. Il est à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et non seulement ces pierres sont excellentes, mais elles n'ont leur pareil nulle part ailleurs. Gizeh se situe en outre à 1 km environ des berges du Nil, ce qui facilitait considérablement les mouvements de main-d'œuvre et l'approvisionnement du site. Le Nil était le grand axe de circulation de l'Égypte ancienne. Comme il n'y avait pas de route au sens où nous l'entendons, le fleuve jouait un rôle capital. Les pierres arrivaient à bord de grandes barges. Non seulement le calcaire qui passait ainsi d'un bord à l'autre, mais aussi le granit qui parcourait ainsi des centaines de kilomètres depuis le sud du pays. Avant d'entreprendre l'édification de la grande pyramide, ces constructeurs devaient trouver le moyen d'aplanir parfaitement le sol. Vous prenez ensuite un autre poteau de même taille que les 2 premiers et vous le placez à distance. En vous servant de la planche comme point de repère, vous taillez ensuite dans le roc jusqu'à ce que le 3e poteau soit au niveau des 2 premiers, sur la surface arasée au début. On répétait le procédé jusqu'à ce que toute la base de la pyramide soit aplanie. Mais si les experts ne sont pas d'accord quant aux méthodes utilisées, tous reconnaissent que le résultat est remarquable. La mise à niveau de la grande pyramide est un travail hors pair. Entre les coins nord et sud,
Le sol ne divise pas de plus de 2,5 cm. C'est extraordinaire. Il a fallu ensuite dessiner l'implantation, tâche primordiale étant donné la signification religieuse de la pyramide. On entend souvent dire que les pyramides sont strictement alignées sur les points cardinaux. Nord, sud, est et ouest. De même que la pyramide se tend vers le ciel, c'est-à-dire le paradis, le ciel est ancré sur terre grâce aux pyramides. Les Égyptiens associaient les points cardinaux à la course du soleil et aux différentes constellations. La théorie communément admise est que les pyramides étaient... Non loin du Caire se trouve la concentration de pyramides la plus imposante au monde, le plateau de Gizeh. Ce site comprend la plus grande d'entre elles, la grande pyramide de Khéops, commencée vers 2551 avant Jésus-Christ. La pyramide de Képhren, le fils de Khéops. Celle de son petit-fils Mykérinos. Plusieurs édifices plus petits, appelés les pyramides des reines, et le légendaire Sphinx. Le site de Gizeh était idéal pour y bâtir les pyramides. On y trouve le calcaire de meilleure qualité. Il est à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et non seulement ces pierres sont excellentes, mais elles n'ont leur pareil nulle part ailleurs. Gizeh se situe en outre à 1 km environ des berges du Nil, ce qui facilitait considérablement les mouvements de main-d'œuvre et l'approvisionnement du site. Le Nil était le grand axe de circulation de l'Égypte ancienne. Comme il n'y avait pas de route au sens où nous l'entendons, le fleuve jouait un rôle capital. Les pierres arrivaient à bord de grandes barges. Non seulement le calcaire qui passait ainsi d'un bord à l'autre, mais aussi le granit qui parcourait ainsi des centaines de kilomètres depuis le sud du pays. Avant d'entreprendre l'édification de la Grande Pyramide, ces constructeurs devaient trouver le moyen d'aplanir parfaitement le sol. Bien des égyptologues pensent... L'angle indique la direction nord-sud. C'est le principe du cadran solaire. Quelle que soit la méthode employée, la Grande Pyramide présente un alignement presque parfait, et ses côtés varient de moins de 1/15 de degré par rapport aux points cardinaux. Les autres mesures sont tout aussi précises. Chaque face mesure 230 mètres, avec une différence qui n'excède pas 10 cm. Quant à la construction proprement dite de cet édifice gigantesque, elle confrontait les Égyptiens à un problème tout aussi important en termes de gestion des ressources humaines. Contrairement à l'image populaire en vigueur, ces travaux n'étaient pas réalisés par des centaines de milliers d'esclaves, mais par des conscriptions paysannes à titre de corvée. C'était un travail que les paysans devaient à l'État, comme un impôt. On réunit des fermiers venus de toute l'Égypte. On les emmène vers un point central nommé Gizeh. Ils travaillent ensemble en équipe dirigée par des maçons et des architectes expérimentés pour construire ce qui va devenir le symbole de l'identité nationale. La main-d'œuvre vit et meurt sur place, dans une cité ouvrière qui ne sera découverte qu'au début des années 90. 3, levé. Pour tailler la pierre, ils avaient des burins de cuivre, moins durs que les burins en fer d'aujourd'hui, mais le calcaire est une pierre tendre. Car ils pensent que c'est là que le grand roi Khéops a été inhumé. Mais est-ce bien sûr ? Des siècles durant, ces extraordinaires édifices ont inspiré au monde une admiration persistante. Des générations entières ont voulu les voir, les étudier et leur arracher de très anciens secrets, comme pourquoi et comment au juste ils ont été construits. Pourtant, et malgré tous les efforts des chercheurs, les réponses à bien des questions concernant les pyramides restent désespérément inaccessibles. Et le fait que les sites de l'ancienne Égypte ne fournissent guère de preuves tangibles vient compliquer le problème. Même le recours aux technologies les plus sophistiquées ne parvient pas à percer tous ces mystères. Mais récemment, de nouvelles théories ont vu le jour qui remettent en question quelques idées généralement admises à propos de pyramides et pourraient bien résoudre certaines des énigmes que posent ces stupéfiantes réalisations. L'une des premières inconnues au sujet des pyramides est leur nombre exact. En effet, si près d'une centaine ont été découvertes en Égypte, au moins 3, pourtant citées dans des écrits, demeurent enfouies dans le temps et les sables impitoyables du désert.
Il semble étonnant que ces pyramides n'aient pas encore pu être localisées. Mais au fil des millénaires, il se peut qu'elles aient été démolies, qu'il n'en reste plus que les fondations et que d'autres constructions les aient recouvertes. Élaborées sur une période de presque 1000 ans allant de 2630 à 1640 avant Jésus-Christ, les pyramides sont des merveilles de technique et de culture. On y trouve le calcaire de meilleure qualité. Il est à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. Et non seulement ces pierres sont excellentes, mais elles n'ont leur pareil nulle part ailleurs. Gizeh se situe en outre à 1 km environ des berges du Nil, ce qui facilitait considérablement les mouvements de main-d'œuvre et l'approvisionnement du site. Le Nil était le grand axe de circulation de l'Égypte ancienne. Comme il n'y avait pas de route au sens où nous l'entendons, le fleuve jouait un rôle capital. Les pierres arrivaient à bord de grandes barges. Non seulement le calcaire qui passait ainsi d'un bord à l'autre, mais aussi le granit qui parcourait ainsi des centaines de kilomètres depuis le sud du pays. Avant d'entreprendre l'édification de la Grande Pyramide, ces constructeurs devaient trouver le moyen d'aplanir parfaitement le sol. Bien des égyptologues pensent qu'ils ont eu recours à l'eau. Ils creusaient tout autour du site un canal qu'ils remplissaient ensuite d'eau. Le niveau de l'eau étant le même en tous les points du canal, les Égyptiens n'avaient plus qu'à ramener la terre sèche au niveau de l'eau. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur la manière dont le site de Gizeh a été égalisé. Martin Heisler, sculpteur, étudie les techniques de construction égyptienne depuis plus de 30 ans. Il a sur l'édification des pyramides plusieurs théories dérangeantes, étayées par des années de recherche et d'observations minutieuses. La principale débouche tout au fond de cette imposante structure sur une chambre aux parois de granit. Bien des spécialistes l'appellent la chambre du roi, car ils pensent que c'est là que le grand roi Khéops a été inhumé. Mais est-ce bien sûr ? Des siècles durant, ces extraordinaires édifices ont inspiré au monde une admiration persistante. Des générations entières ont voulu les voir, les étudier et leur arracher de très anciens secrets, comme pourquoi et comment au juste ils ont été construits. Pourtant, et malgré tous les efforts des chercheurs, les réponses à bien des questions concernant les pyramides restent désespérément inaccessibles. Et le fait que les sites de l'ancienne Égypte ne fournissent guère de preuves tangibles vient compliquer le problème. Même le recours aux technologies les plus sophistiquées ne parvient pas à percer tous ces mystères. Mais récemment, de nouvelles théories ont vu le jour qui remettent en question quelques idées généralement admises à propos de pyramides et pourraient bien résoudre certaines des énigmes que posent ces stupéfiantes réalisations. L'une des premières inconnues au sujet des pyramides est leur nombre exact. En effet, si près d'une centaine ont été découvertes en Égypte, au moins 3, pourtant citées dans des écrits, demeurent enfouies dans le temps et les sables impitoyables du désert. Il semble étonnant que ces pyramides n'aient pas encore pu être localisées. Mais au fil des millénaires, il se peut qu'elles aient été démolies, qu'il n'en reste plus que les fondations et que d'autres constructions les aient recouvertes. Élaborées sur une période de presque 1000 ans allant de 2630